Bienvenue à tous, nouvelle vidéo. Cette vidéo, elle fait suite à la vidéo précédente où on parlait du monde du travail. Quelle formation faire, dans quoi se former, quel métier faire pour s'expatrier ou bien même pour travailler en France, ceux qui veulent. Et cette vidéo-là, elle vient compléter cette première vidéo. Cette fois, on va parler de tout ce qui est side business. Donc quand je dis side business en français, donc les business à côté, tu vois, c'est, je parlerai soit de side business, soit d'opportunités, mais c'est la même chose. Et comment je vois les choses? Pour moi, on devrait tous avoir un emploi salarié au début. Donc ça, c'est ce qui va te permettre de payer ton loyer, ta bouffe, bref, ton train de vie. Et à côté de ça, s'intéresser à plusieurs side business. Donc au début, vraiment voir ça comme un bonus. Donc des revenus passifs qui tombent tous les mois avec pour objectif, si tu es assez malin, si tu arrives assez tôt, si tu as assez de chance, ben, c'est que ces revenus-là de tes side business viennent dépasser les revenus de ton emploi salarié pour que tu puisses, si tu le souhaites, quitter ton emploi salarié. Et là, je vais vous dire comment je vois les choses et comment beaucoup de personnes voient les choses concernant ces side business ou ces opportunités. Donc en fait, il faut voir ça comme des trains. Donc les trains dans une gare, typiquement. Donc là, on est tous dans une gare et tu as des trains qui arrivent comme ça, tu sais, tout doucement et ils passent. Et là, chacun peut décider de monter ou non dans le train. C'est ouvert à tous, c'est gratuit. Et là, ceux qui montent dans les wagons de tête, donc au début, pour eux, ça sera plus facile et les revenus seront plus élevés. Plus facile dans le sens où il y aura moins de concurrents. C'est surtout ça, en général, qui plombe un marché, tu vois, qui le rend difficile, c'est le nombre de concurrents. Donc, quand un marché est saturé, quand il y a beaucoup de monde, bien sûr, les gains global sont les mêmes. Global ou globaux, je sais pas, sont les mêmes. Donc, moins il y a de monde, plus la part est grosse et plus il y a de monde, plus la part est petite. Et à l'inverse, donc ceux qui décident de monter dans les trains de queue, donc en dernier, eux, ça sera plus compliqué et les gains seront plus faibles. Et ce qui est bien, c'est que vraiment, à peu près toutes les années, tu as des nouveaux trains qui arrivent, qui correspondent à des nouvelles opportunités. Juste pour vous donner une idée, là, ces 2 dernières années, tu as l'intelligence artificielle qui est arrivée. Typiquement, ChatGPT, OpenAI, tout ça, ça n'existait pas avant. Donc ça, il faut le voir comme un train qui est arrivé là ces 2 dernières années. Et vous voyez, c'est pas trop tard de monter là-dedans. Mais ceux qui se sont intéressés à ce business-là dès le début, ils ont déjà fait beaucoup d'argent. Et là, plus tu vas attendre, plus ça va être compliqué. Et là, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Je sais que tu as certaines personnes qui sont là, elles regardent les trains passer sans jamais monter dedans. Et tu sais, parce que peut-être, elles n'ont pas pour objectif de devenir millionnaire ou un truc comme ça. Tu sais, il n'y a pas tout le monde qui rêve d'être riche et célèbre. Moi, typiquement, je m'en fous d'être riche et célèbre. Moi, le million, je le vois vraiment comme s'il est bien investi, ça peut te générer un salaire tous les mois sans que tu aies besoin de travailler. Donc, bien sûr, tu dormiras plus tranquille, tu vois. Tu te dis, si tu perds ton travail ou t'arrive un truc ou quoi, tu as quand même de l'argent qui va tomber tous les mois. Donc, moi, je le vois plus comme ça. Donc, allez, maintenant, je vais vous donner la liste de tous les trains que j'ai vu passer ces 20 dernières années. Pourquoi ces 20 dernières années? Parce qu'avant, voilà, j'étais trop jeune pour les repérer ces trains et de toute façon, j'avais pas d'argent pour entrer dedans. Même si, encore une fois, là, toutes les opportunités que je vais vous lister, le gros avantage, c'est que c'est ouvert à tout le monde et que c'est gratuit. Ou bien, si c'est pas gratuit, il suffit de quelques dizaines ou quelques centaines d'euros pour commencer. Et ça, normalement, c'est à la portée de tout le monde. Donc là, la liste que je vais vous donner, c'est par ordre chronologique, donc du plus ancien au plus récent. C'est une liste non exhaustive, donc j'ai pas tout dit. Mais là, je pense que les points que j'ai notés, c'est des choses que tout le monde connaît. Et vous verrez que je vais vous donner une année à chaque fois. Donc là, l'année, c'est l'année à laquelle cette opportunité est arrivée sur le marché. Donc ça peut être le marché national, donc français, ou le marché mondial. Donc en général, c'est mondial, là, toutes les opportunités que je vais vous dire. Quand je donne 2 dates, par exemple 2016-2018, ça veut dire que cette opportunité, elle est arrivée sur le marché en 2016 et que moi, j'estime qu'elle s'est arrêtée en 2018, principalement parce que le marché est devenu saturé, donc ça vaut plus le coup de s'y intéresser. Tu vois, le temps dépensé, l'argent investi, le retour sur investissement, il va être très faible, tu vois. Donc, moi, j'estime, et encore une fois, c'est que mon avis à moi, chacun fait ce qu'il veut. Donc, allez, c'est parti, on commence. Là, si je baisse les yeux, c'est que je suis en train de lire les notes sur mon ordinateur. Donc là, c'est par ordre chronologique, encore une fois. Donc, le premier, le train Amazon FBA. J'ai noté 2006-2015. Donc, Amazon FBA, en fait, c'est le business, donc avec le site amazon.com. Et l'avantage de ce business-là qu'il y avait, enfin il existe toujours, hein, c'est que tu
tu peux acheter des marchandises, du stock, donc je ne sais pas, tu achètes des téléphones portables, des ordinateurs, du PQ, ce que tu veux, tu l'envoies dans les entrepôts d'Amazon, donc c'est Amazon qui s'occupe de stocker et aussi d'expédier la marchandise. Donc vraiment, toi, tu n'as rien à faire. Sachant que le stock et la livraison, c'est les trucs les plus chiants. Et là, c'est Amazon qui s'en occupe. Donc ce business-là, ça s'appelle Amazon FBA et c'est arrivé en 2006. Et moi, j'estime que ça s'est arrêté en 2015. Enfin, j'estime qu'après 2015, ça vaut plus le coup de s'y intéresser. Mais là, encore aujourd'hui, en 2025, tu as des mecs, ils vendent des formations Amazon FBA. Mais ça, on en parlera plus tard. Après, j'ai noté le train des GAFAM. Donc, les GAFAM, pour ceux qui ne connaissent pas, j'espère que tout le monde connaît. Donc, c'est une abréviation pour Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Donc, les grosses sociétés de la tech américaine. Donc là, les dates, ça, c'est arrivé en 2007. Enfin, c'est arrivé même avant, mais l'entrée en bourse, c'était même avant. Mais moi, là, on va dire 2007. Avant, j'étais trop jeune. Donc là, j'ai noté de 2007 à aujourd'hui. Et ça, je pense que ça va continuer encore de nombreuses années. Pour vous donner une idée du prix des actions de ces compagnies-là, donc Apple en 2007, l'action elle était à 5 $, aujourd'hui elle est à 250 $. Google en 2014, c'était à 26 $, aujourd'hui c'est à 195 $. Amazon en 2010, c'était à 4 $, aujourd'hui c'est à 222 $. Facebook en 2012, c'était à 25 $, aujourd'hui c'est à 610 $. Après, j'ai noté train développeur web. Les années donc 2010-2020. Encore une fois, si je donne pas les années plus tôt, parce que voilà, développeur web, c'est arrivé en même temps qu'Internet, donc j'aurais très bien pu dire 1995. Mais j'étais trop jeune. Et moi, je pense que ça s'est arrêté enfin que ça ne vaut plus le coup de s'y intéresser après 2020. J'aurais même pu dire 2021, 2022, tu vois, l'époque juste après le Covid en vérité. Et là, comme je l'avais dit dans une prochaine vidéo, dans une précédente vidéo, c'est qu'au début, il suffisait de connaître HTML, JavaScript et CSS et tu pouvais avoir un taf chez Google, Amazon, Apple, super bien payé en Californie. Alors qu'aujourd'hui, vous voyez, tous ceux qui ont fait des formations, qui sont diplômés en tant que développeur web, c'est pratiquement impossible de trouver un taf en tant que junior. Mais regardez la vidéo que j'ai fait juste avant sur développeur au chômage, je parle vraiment de cette thématique-là plus en détail. Après, le train YouTube. Donc ça, 2010 maintenant. Maintenant, donc 2010-2025, mais ça va continuer encore. Et là, j'ai noté les gros YouTubeurs que tout le monde connaît. Norman, Squeezie, Cyprien, Mister V, ils ont tous commencé aux alentours de l'année 2010. Après, tu as les Inoxtag et tout qui ont commencé en 2015. Mais vous voyez, typiquement, ceux qui ont commencé en 2010, la plupart, de toute façon, ils sont déjà tous multimillionnaires aujourd'hui. Ceux qui ont commencé en 2015, bah voilà, ils sont millionnaires aussi. Mais vous voyez, plus les années passent, plus il y a de monde, plus c'est compliqué de se démarquer. Là, ça se trouve, le contenu que je fais, si je l'avais fait il y a 10 ans en arrière, mes vidéos, elles feraient 1 million de vues, tu vois. Après, j'ai noté le train du dropshipping. Donc là, 2010-2015. Dropshipping, c'est Yomi Denzel. Donc après, de toute façon, après, on parlera des formations. Hein. Donc là, c'est vrai que ceux qui se sont lancés là-dedans en 2010-2015, ils se sont fait des couilles en or, mais violents. Et je vais vous raconter une anecdote. Moi, c'était en 2012. Donc, j'avais fait mon PVT en Australie, donc le visa vacances-travail. Et ça, il y en a plein quand ils vont faire leur PVT en Australie, avant de rentrer en France, ils vont faire un tour en Thaïlande. Tu vois, les derniers mois, on va rester en Thaïlande. On dépense l'argent qu'on a gagné en Australie dans les fermes et tout, tu vois, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et après on rentre en France. Là-bas, j'avais rencontré une Thaïlandaise, elle avait une copine, et sa copine, elle avait son copain, c'était un Allemand, et il était dans le business des bijoux. Donc il achetait des bijoux en Thaïlande, et il les revendait en Allemagne. Mais lui, il faisait juste intermédiaire, hein, il n'avait pas de bijouterie, hein, tu vois, juste il allait chercher les stocks de bijoux, il les revendait. Et elle m'avait dit, ouais, vas-y, bah, pourquoi tu fais pas ça, c'est pas mal, je connais les revendeurs en Thaïlande et tout, et on y était allé. Après, ceux qui sont jamais partis en Thaïlande, ouais, la Thaïlande, les bijoux, c'est du fake, machin, mais tous ceux qui sont déjà allés en Thaïlande, ils savent que la Thaïlande, c'est réputé pour tout ce qui est les bijoux, tu vois, en or ou en argent, et c'est pas du fake, tu vois, c'est des vrais bijoux. Donc on était allé dans une sorte d'entrepôt, tu vois, c'était un mall, et t'avais que des bijoutiers, mais c'était pas joli, tu vois, c'était pas des trucs avec des lumières, des belles décorations, machin, c'était vraiment un entrepôt, et t'achetais des bagues en argent massif,
Je crois que c'était l'équivalent de 4 € à l'époque, 4 5 €. Et en France, ça se vendait entre 50 et 100 €, tu vois, la bague. Donc j'étais allé là-bas, on avait acheté un carton, j'avais pas beaucoup d'argent, donc j'avais acheté, je sais pas, j'ai dû en acheter une centaine. Tu vois, des colliers, des boucles d'oreilles, des bracelets et des bagues pour les hommes et pour les femmes. Après, j'étais allé en France, j'avais fait un site internet et tout, je me suis dit, vas-y, je vais les vendre en ligne. Donc j'avais fait le site avec PrestaShop et tout. Et j'avais fait 0 vente parce que le truc, c'est que je savais même pas qu'on pouvait faire des pubs sur Facebook et sur Google, les trucs comme ça. Je savais même pas que ça existait. Enfin si, je les voyais les pubs. Mais pour moi, les publicités, c'était, fallait avoir une société cotée en bourse pour faire des pubs. Je savais pas que c'était un mec tout seul en slip dans sa chambre qui va faire des pubs sur Facebook. Donc j'avais pas fait de pub et voilà, le site après, je l'avais laissé à l'abandon. J'avais essayé de revendre les bijoux dans une bijouterie. Le mec, il m'avait dit qu'il fallait avoir un coup de tampon pour les certifier, je sais pas quoi. J'étais allé à Lyon, là, il y avait un bureau vers le parc de la Tête d'Or, tu sais, c'était tout ce qui concerne les métaux précieux, fallait avoir un document. J'étais allé là-bas, elle m'avait donné un formulaire à remplir. Mais c'était long, hein. J'ai pris le truc, j'ai lâché l'affaire. Et là, encore aujourd'hui, j'ai quelque part en France, il y a une boîte avec des bijoux en argent et voilà. Alors que ça se trouve, si j'avais pas lâché l'affaire, je serais millionnaire aujourd'hui. Donc, allez, on continue. Après, l'autre point que j'ai noté, c'est le train crypto. Donc, le Bitcoin, pour vous rappeler, il est arrivé en 2010, enfin 2009-2010. Et ça, j'ai noté 2010 à aujourd'hui. Mais le truc avec le crypto, ce que beaucoup de personnes négligent, enfin oublient, c'est que ça marche par cycle. Donc, tu vois, ça va monter comme ça en flèche. Après, ça va se péter la gueule, mais ça va pas faire des moins 30%. Tu vois, quand ça se pète la gueule, ça fait des moins 80%. Et là, tout le monde se saigne, ça rebaisse comme ça en bear market. Bear market, c'est quand le marché s'est craché et c'est tout en bas. Pendant 1, 2, 3 ans et après, ça va redécoller comme ça. Et en fait, il faut acheter en bear market. Et là, on n'est clairement pas en bear market. Là, le Bitcoin, il est à 105 000 ou un truc comme ça. Donc, faire attention à ça. Là, je conseille à personne d'acheter des cryptos. Moi, là, pour vous dire mon portefeuille, je crois que je suis à 75% en stable. Et je suis encore gardé, du coup, 25% Bitcoin, Ethereum et l'autre crypto que j'ai, AVA. Pas le AVAX, le AVA de Travala, parce que c'est une application que j'utilise beaucoup pour travailler. Enfin, je leur fais un placement de produit gratuit, là. Après, ce que j'ai noté, le train Uber VTC. Donc Uber VTC, c'est arrivé en France en 2011. Et là, j'ai noté 2011-2014. Et je me rappelle qu'à l'époque, les premiers qui se sont lancés dans ce business-là, qui ont vu l'opportunité, ils se tapaient des salaires à 5 000 € en faisant chauffeur VTC. Et tu avais même un mec, je me rappelle de sa story, il avait fait une story comme ça quelques années, je crois qu'il l'avait fait en 2014, tu vois, vers la fin, quand ça s'arrêtait, enfin ça continue encore, mais à partir de 2014, encore une fois, le marché est devenu saturé, et là tu faisais des courses pour te faire un salaire à 1500 €. Et le mec avait fait une vidéo et il se plaignait comme ça. Ouais, il y en a marre de tous ces mecs de quartier qui se lancent en VTC. Mon salaire, il a grave baissé. Tu sais, le mec déconnecté de la réalité, tu vois. Il voulait pas que les gens se lancent en VTC pour que lui puisse garder son train de vie, tu vois. Il pensait qu'il avait trouvé la niche parce que c'était l'un des premiers à s'être lancé. Et voilà, les autres n'avaient pas le droit de se lancer. Donc non, faut. Ça, typiquement, c'était un business one shot, tu vois. Opportunité one shot, train Uber VTC. Après, donc là, on en était à l'année 2011. Maintenant, on passe à l'année 2012. J'ai noté le train Airbnb qui a duré de 2012 à 2020. Pour moi, encore une fois, à partir de 2020, le marché est devenu saturé. Et là, dites-vous qu'aux États-Unis, t'en as, ils sont devenus millionnaires avec l'arrivée de Airbnb. Mais ça aussi, il y a des pièges à prendre en compte dans ce genre de business, c'est la réglementation des pays. Je vous donne un exemple. En Thaïlande, du jour au lendemain, ils ont décidé d'arrêter Airbnb. Enfin, d'arrêter les courtes durées sur Airbnb. Maintenant, en Thaïlande, pour pouvoir louer sur Airbnb, c'est 1 mois minimum. T'as plus droit de louer 1 jour, 2 jours. Et là, au Vietnam, il y a un condo juste à côté du mien, donc un bâtiment, pareil, il était sur Airbnb. Et d'un coup, ils ont tout arrêté dans ce condo-là. Peut-être à la police qui sont venus, les gens ils se sont dénoncés entre eux et voilà, ceux qui continuaient de faire ça, ils se prenaient une amende. Et là, si tu regardes sur Airbnb, il y a 0 Airbnb dans ce condominium-là. Dans celui où je suis, il y a encore du Airbnb, mais là, franchement, petit à petit, il commence à devenir de plus en plus relou. Donc même ça, j'ai arrêté de le faire. J'avais tenté Airbnb, mais j'ai lâché l'affaire. Après, j'ai noté le train Uber Eats. Donc là, 2016, pareil, les premiers qui se sont lancés dans ça, ils tapaient du 2000 € par mois facile. Ça, c'était en Uber Eats, c'est arrivé en France en 2016. Hein. Et en 2016, toucher 2000 € par mois, franchement, c'était pas mal. Hein. C'est un meilleur salaire que la plupart des emplois en France. Hein.
Alors que là, aujourd'hui, encore une fois, avec tous les mecs qui font ça au black, machin, ces trucs, le marché, il est devenu saturé. Et là, je pense qu'ils tapent même pas du 1 200 € en faisant le même nombre d'heures. Et un autre exemple aussi, j'avais un pote, il était parti en Australie à cette époque-là, il faisait Uber Eats. Et tu sais, il arrivait à vivre, hein. Il me disait, voilà, t'achètes juste un vélo et tu fais tes courses, t'as grave des livraisons, tu vois, t'es là, dès que t'en termines une, tu peux en refaire une autre, tu fais autant d'heures que tu veux. Et là, il y a juste quelques jours, il y avait un Français, il avait fait une vidéo sur Uber Eats à Melbourne. Et il montrait que ça, t'avais v'là des livreurs, tu vois, que des Chinois, des Indiens, des Pakistanais, ils étaient tous là sur leur téléphone à attendre une course. Tellement le marché est devenu saturé, vous voyez, donc même en Australie, là, ça vaut même plus le coup de faire Uber là-bas. Après, j'ai noté le train TikTok, ça c'était en 2019. TikTok est arrivé en France en 2019. Là, tous ceux qui se sont lancés dès le début, ils ont tous des millions d'abonnés aujourd'hui. Et voilà, ils vivent de ça depuis 2019. Tu sais, la TikTok Money, juste parce qu'ils se sont lancés au début. Tu vois, c'était un petit peu l'équivalent de YouTube en 2010. Par contre, là, il fallait vraiment être parmi les débuts parce que le décollage, il était vraiment rapide, tu vois. Donc là, tu fais une vidéo, tu aurais filmé ton chat en 2019 en train de chier dans sa caisse, tu aurais fait 1 million de vues. Alors qu'aujourd'hui, il faut faire des montages de malades, il faut aborder des thèmes de malades, machin, et tu fais 100 vues, c'est n'importe quoi. Après, le train Nvidia. Donc Nvidia, en 2019, ça valait 5 dollars. Et après, avec l'arrivée de l'IA, donc là, en 2025, l'action est à 140 dollars. Franchement, c'est abusé. Après, Tesla aussi, en 2019, ça valait 17 dollars. Et là, en 2025, c'est monté à 400 dollars. Mais ça, franchement, je ne l'explique pas. Ça, je pense que c'est juste la hype Elon Musk. Sans Elon Musk, ça aurait jamais décollé comme ça, je pense. Après, le train de l'immobilier. Donc là, je pourrais parler des boomers qui ont acheté... quand je dis boomers, c'est pas méchant sortant de ma bouche, hein. Mais tu sais, des boomers qui ont acheté de l'immobilier à Paris en 1980. J'ai demandé à ChatGPT. En 1980, à Paris, l'immobilier, le mètre carré valait 2800 €, équivalent de 2800 € d'aujourd'hui, donc en comptant l'inflation depuis 1980. Ça équivaut à 2800 € d'aujourd'hui. Et donc là, et en 2025, le mètre carré à Paris, il est entre 10 et 12 000 €. Franchement, c'est une dinguerie. Donc là, je ne parlerai pas de ça parce que 1980, on était trop jeunes, on n'était même pas nés. Donc là, il y avait une autre opportunité aussi, c'était les taux à 1% en France. Et ça s'est arrêté en 2020. Franchement, c'était une dinguerie. Aujourd'hui, les taux, je sais pas, ils sont à 3-4%. Franchement, c'est énorme. Mais en 2020 encore, c'était 1%. Donc tous ceux qui ont investi en France, quand tu avais des taux aussi bas, franchement, good game à eux. Ils ont su voir l'opportunité et ils ont su la saisir. En plus, je crois qu'ils faisaient même des crédits à 110%, donc ils te payaient tout. Limite, là, c'était la banque qui te donnait de l'argent pour acheter un bien. Après, tu le mets en location et voilà, tu as un locataire qui te paye le truc. Mais on reparlera de l'immobilier un peu plus tard. Il y a plus de choses à dire. C'est pas aussi simple en vérité. Après, autre point. Autre opportunité, en 2019, le train de la tokenisation immobilière. Ça, je rentrerai en détail un peu plus tard dans la vidéo, mais en fait, c'est l'achat de biens immobiliers en ligne. Donc, c'est un achat collectif. Donc, c'est plusieurs personnes qui décident ensemble d'acheter une maison ou un immeuble. Après, le train NFT, ça, je pense que tout le monde en a entendu parler. Les NFT, c'est des images, des JPEG, tu vois, juste des images toutes pourries en plus, hein. Tu vois, c'est un singe à tête de singe, des chiens, des ce que tu veux. Et ça, c'est du one shot. Ça a duré 2020-2021. 2020-2021. Et là, je pense à tous ceux qui ont acheté début 2020 les NFT de le Yacht Club Ape. Donc, tu sais, c'est les singes là. Je sais pas, ils les ont achetés quelques dizaines ou quelques centaines d'euros et ça se revendait, au pic du truc, ça se revendait des millions d'euros. Une image. Franchement, c'était n'importe quoi. Et là, maintenant, ça vaut plus rien. Ça, je crois que c'est retombé à quelques dizaines de dollars ou quelques centaines de dollars. Le truc, c'est que dalle. Donc ça, typiquement, c'était du one-shot. Après, le train Covid, donc 2020-2021. Là aussi, tu as des mecs Covid, ils sont restés chez eux à rien faire, et tu en as d'autres, ils ont vu l'opportunité. Là, je sais que tu en as, ils ont lancé des sociétés pendant cette période-là d'import de masques. Tu sais, les masques en papier là, avec les élastiques, des blouses, et ils se sont mis bien. Tu as eu beaucoup d'arnaques aussi par rapport à ça, hein. Mais tu en as, tu sais, ils ont fait les choses en règle, ils se sont mis bien. Moi, l'opportunité, là, je l'ai vue, je l'avais dit dans une autre vidéo, c'est que moi, j'avais acheté surtout des actions Airbus et Boeing.
Et franchement, ça s'était pété la gueule. Vu qu'il y avait plus de vol, il y avait plus rien. L'action, elle s'était mangée violent. Et là, c'est super bien remonté, hein. Airbus, franchement, ça m'a mis super bien. Boeing, je suis toujours en perte. J'ai pas compris pourquoi ça a pas décollé comme ça. Donc, heureusement que j'avais acheté du Airbus, hein. Et enfin, le dernier train que je vois, c'est le train de l'intelligence artificielle avec ChatGPT qui est arrivé 2022, un truc comme ça. Et là, pour moi, on est encore dedans. Donc là, voilà tous les trains que j'ai vus ces 20 dernières années. Posez-vous la question, vous êtes monté dans combien de trains? Là, je suis sûr, t'en as, ils connaissent tous ces trains, ils en ont entendu parler. Ça se trouve, ils en ont même entendu parler l'année où ça a été lancé. Et voilà, ils sont là, ils ont rien fait. Enfin, ils ont rien fait. Je vous dis vous, mais moi aussi, hein, la plupart, j'ai rien fait, hein. J'en ai entendu parler, j'étais là, je regardais. Moi, autre exemple, le Bitcoin, j'en avais entendu parler en 2012, j'en avais acheté même, hein. Mais tu sais, je croyais pas, moi, c'était juste spéculatif. En plus, j'avais pas énormément d'argent à cette époque-là, donc j'ai juste mis quelques centaines d'euros. Le truc, il a fait un x2, donc tu sais, limite, je mets 500 euros. Dès que c'est monté à 1000 euros, j'ai vendu, tu vois, c'est n'importe quoi. Parce que je croyais pas au truc. Mais après, la plupart des trains aussi, je suis pas dedans non plus, à part les actions, les choses comme ça. Mais là, je suis rentré tard aussi. Donc là, je vais vous dire les opportunités. Donc là, tous ces side business où j'estime qu'il est encore temps de s'y intéresser aujourd'hui en 2025. Et là, je crois que je l'ai divisé en 5 catégories. Donc, allez, on commence. Le premier side business dans lequel je suis investi, c'est tout ce qui va être les marchés financiers. Donc, c'est tout ce qui va être achat d'actions, d'ETF, crypto, stacking, toutes ces choses-là. Mais oubliez les cryptos, franchement, ça, c'est trop risqué si t'es pas expérimenté dans le domaine. Donc, crypto, non. On va plus dire actions ETF. Et là, moi, ce que je conseille, pour ceux qui veulent pas se prendre la tête et qui, enfin, ce que je conseille, non, je conseille rien du tout. Ce dont quoi, moi, je suis investi, pour quelqu'un qui voudrait pas se prendre la tête et juste, voilà, tous les mois, il met un petit billet et il attend, c'est les ETF World, le S&P 500 et le Nasdaq. Donc, le S&P 500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Ça peut être dans tous les domaines. Donc, dans la tech, la finance, la santé, l'énergie, le transport. Et vous voyez là, tous les secteurs que je vous dis, bah, c'est exactement ces secteurs-là dont j'avais parlé dans ma précédente vidéo sur quelle formation faire, dans quoi se former pour pouvoir s'expatrier, trouver du travail facilement. Donc ça, c'est le S&P 500. Après, tu as le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est les 100 plus grosses entreprises américaines. Donc typiquement, c'est les GAFAM, tu vois, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et toutes les autres. Donc regardez, enfin, moi je suis dans ces trois-là, ETF World, S&P 500, Nasdaq. Après, tu peux faire du stock picking. Donc, stock picking, ça veut dire que tu vas investir dans une société en particulier. Mais ça, c'est risqué, tu vois. Parce que là, les trucs que je vous ai dit avant, là, les ETF, c'est que ça regroupe des centaines de compagnies à l'intérieur même d'une action. Donc, si dans le lot, tu en as une qui se pète la gueule, bah, c'est pas grave. Tu en as encore des centaines d'autres qui vont monter. Donc, tu vois, ça va compenser. Alors que là, stock picking, ça veut dire que tu mets vraiment ton argent dans une seule société. Et si cette société se pète la gueule, bah voilà, ton truc, tu perds tout ton capital sur cette société. Mais ceux qui veulent quand même faire ça, parce que là, les gains, ils peuvent être plus élevés, parce que si la société vraiment explose, tu peux taper des fois 10, fois 100, je sais pas, tu vois. Et là, les deux trucs dont j'entends souvent parler, c'est les voitures électriques. Donc ceux qui veulent investir dans les voitures électriques, les questions qu'il faut se poser, c'est pas tu te dis, voilà, juste j'ai investi dans Tesla. Tu te dis, qui sont les constructeurs, qui fabriquent les batteries, qui exploite les mines de lithium, tu vois, pour construire les batteries. C'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Et pareil pour l'intelligence artificielle. Tous ceux qui veulent investir dans l'intelligence artificielle, il suffit pas de se dire je vais mettre 10 000 balles sur ChatGPT, OpenAI, tu vois. Non, il faut que tu regardes comment marche l'intelligence artificielle. Tu sais, ils utilisent des cartes graphiques. C'est pour ça que Nvidia a explosé. Parce que tu as des mecs qui se sont dit, voilà, c'est Nvidia qui qui fabrique les cartes graphiques pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle. Donc, j'achète du Nvidia. Et là, tu peux encore aller plus loin. Quels composants utilise Nvidia? Tu vois, je sais pas, elles sont faites avec quoi, leurs puces, mais là, tu peux regarder les puces sont fabriquées en quoi, qui exploite les mines, qui récupère la matière première pour fabriquer les puces. C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Après, tu as aussi toutes les questions géopolitiques. Est-ce que le pays est en guerre? Est-ce que le gouvernement va détruire, va nationaliser la compagnie? Tu vois, c'est ce genre de truc. Et ça, c'est vraiment, c'est un taf de malade.
Alors qu'avec les ETF, tu n'as pas besoin de faire tout ce taf. Donc je récapitule, ETF World, S&P 500, Nasdaq. Et en plus, moi, ce qui me rend fou là avec l'investissement dans les actions, les ETF, c'est que vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut s'inscrire, tu vois. Tout le monde peut investir. Il n'y a pas de montant minimum, tu vois, à part le prix de l'action, tu vois. Mais tu as des actions qui coûtent vraiment pas cher. Tu mets un billet. Et tu as ces mecs-là, après, au JT de 20h, tu vois, ils vont te dire que LVMH et Total ont distribué 7 milliards de dividendes. Et t'en as, ils sont là, ouais, on se fait exploiter, normalement cet argent nous revient à nous. Et tu regardes, tu te dis, mais mec, pourquoi t'as pas investi en bourse? T'es là en train de chialer, investis, toi aussi tu vas aller toucher les dividendes. Mais t'en as, non, je sais pas. Ils veulent pas investir. Là, je connais plein de mecs, ils sont là, ils ont pas d'action. Pas d'action, pas d'ETF, tu vois, pour eux, c'est un truc de riche. Ils disent, ouais, non, c'est pas pour moi, ça c'est pour les riches, les actions, les machins. Mais justement, si c'est un truc de riche, bah mais toi-y, ça se trouve, c'est comme ça qu'ils sont devenus riches, les riches, parce qu'ils s'y intéressent. Donc non, pour moi, tout le monde devrait avoir au moins un ETF World, S&P 500, machin, tout raconte. Et je vais vous mettre un lien des plateformes que j'utilise, si jamais vous voulez vous inscrire. Ça sera un lien affilié, je crois. Donc, il vous donne un truc. Après, si vous voulez pas utiliser, je vais aussi vous mettre le lien normal. Mais voilà, je vais vous dire ce que moi j'utilise. Si vous voulez vous inscrire, si vous voulez pas, bah, chacun fait ce qu'il veut. Mais non, moi je trouve que c'est une dinguerie là qu'en 2025, tu as des gens, ils ont pas d'action. Ils ont pas d'action, ils ont pas de crypto, ils ont rien, tu vois. Ils ont juste leur salaire et c'est tout. C'est une source de revenus. Alors que les actions, c'est voilà, tu mets, ça dépasse l'inflation, tu vois. Donc c'est vraiment tout bénéf à avoir des actions. Mais je sais pas, t'en as, ils veulent pas. Après, point numéro 2. Tokenisation immobilière. Donc là, la plateforme que moi j'utilise, ça s'appelle Realty. Donc je vais vous dire comment ça marche. Je vais essayer de vulgariser au maximum. Donc Realty, tu as des mecs aux États-Unis, ils se sont dit voilà, on va acheter un immeuble à 1 million de dollars, mais on n'a pas 1 million de dollars. Donc on fait comment? Allez, on va créer un site internet, on va mettre des photos de l'immeuble et on va demander aux gens de nous passer 1 million de dollars. Donc c'est comme une levée de fonds, tu vois. Chacun peut mettre autant d'argent qu'il veut. Et là, ils vont vendre des tokens. Donc, en fait, ils vont diviser les 1 million de dollars en 20 000, je crois. En 20 000 parts de 50 dollars chacune. Et là, tu peux décider d'acheter une part, deux parts, trois parts, tu en achètes autant que tu veux. Et une fois qu'ils ont les 1 million, ils vont acheter l'immeuble. Et c'est des immeubles d'habitation. Et ils vont mettre les appartements en location à l'intérieur. Et donc, tous les mois, les locataires, ils vont payer un loyer. Et la plateforme Realty va te redistribuer les loyers chaque semaine en fonction de la part que tu as mis. Tu vois, si tu as mis 10% de 1 million, bah, tu vas avoir 10% du loyer. Si tu as mis 1%, tu auras 1 million. Et ils payent comme ça toutes les semaines. Donc là, ça, c'est un truc que moi, j'utilise. Pas assez encore, mais là, petit à petit, je vais mettre de plus en plus d'argent là-dedans. Des plateformes, tu as Realty, mais tu en as plein d'autres. Là aussi, je vais vous mettre un lien. Pareil, ça sera un lien affilié. Je vais vous mettre deux liens à chaque fois. Lien affilié, lien non affilié. Si jamais vous voulez soutenir lien affilié, si vous en battez les couilles, bah, le lien normal. Et donc là, paiement hebdomadaire, utilisation de la blockchain. Et en plus, ils vous font signer un contrat. À chaque fois que vous achetez des parts dans un immeuble, vous avez un contrat à signer. Et en gros, c'est comme si vous êtes propriétaire d'une fraction des murs. Et après, bien sûr, vous pouvez revendre vos parts quand vous voulez, sortir, rentrer. Et ça a été créé en 2019. Hein. Donc là, ça fait déjà 6 ans, tu vois, que le truc a été créé. Et ça m'étonnerait pas que dans quelques années, tu auras de moins en moins de biens disponibles. Et voilà, tous ceux qui ont acheté, ils vont garder leur part, ils vont se taper des rendements de 7 ou 10% par an. C'est énorme, hein. 7 et 10% par an. Quand ils voudront revendre, s'ils ont besoin de liquidité, ils peuvent revendre leur part. Et voilà, ça leur fait des liquidités facilement. Et non, franchement, c'est le top du top. Ça change de ceux qui veulent faire de l'investissement immobilier classique en France. Ceux qui investissent en France de manière classique dans l'immobilier, je vous dis ça, mais j'ai voulu le faire un moment. Et là, je me dis, heureusement que je ne l'ai pas fait. Hein. Parce que le truc en France, c'est que tu imagines, tu investis, tu achètes un appart, tu te dis, je veux le mettre en location. Bah déjà, tu as le risque des squatteurs. Tu sais, ils viennent, ils sont dans leur bon droit, tu vois, ils veulent pas partir, ils partent pas. Tu l'as dans le baba, tu vois. C'est toi qui te retrouves à rembourser le crédit, lui, il te paie rien. Les procédures vont prendre des années. Tu as l'État qui te flingue chaque année de plus en plus avec les taxes d'habitation. Il t'oblige à mettre aux normes les trucs, la façade, le truc, tu te retrouves à lâcher des 10 000 balles, 20 000 balles
tous les 5-10 ans pour pouvoir être aux normes de l'État. Tu as les charges de copropriété qui sont énormes. Ça aussi, c'est une dinguerie. En fait, tu n'es jamais propriétaire de ton bien. Tu vois, même tes propriétaires, bah, tu vas lâcher un loyer. Tous les mois, tu payes des charges de copropriété. Et en plus, j'ai appris un truc récemment, c'est qu'apparemment, dans un immeuble, si tu as un mauvais payeur propriétaire, tu vois, qui veut pas payer les charges de copropriété, bah, en fait, ça se répercute sur tous les autres. Donc, tous les autres vont devoir payer la part que lui n'a pas voulu payer. Franchement, c'est abusé. Et après, pareil, bah, le cas de Airbnb, les mecs qui disent j'achète un appart pour faire du Airbnb, mais ça aussi, en France, c'est super risqué. Là, au Vietnam, c'est risqué dans le sens où le gouvernement peut décider d'interdire ça du jour au lendemain. Mais en France, tu as ce risque-là, que l'État, d'ailleurs, c'est ce qu'ils essayent de faire, là, de plus en plus. Mais tu as aussi le risque que tu vas louer ton truc à des squatteurs, tu vas le louer, ça sera des escortes, ça sera des jeunes qui vont faire une fête, ils vont te retourner l'appartement, alors qu'au Vietnam, je sais que tu n'auras pas... J'enlève déjà le risque de squatteurs ici. Les squatteurs, ça n'existe pas ici. Tu vas pas chez quelqu'un si tu payes pas de loyer. Et si tu es là, tu payes pas, tu dégages, je crois, 2 jours après. La police vient et tu le dégages, normal. Mais en France, non, tu as ce risque-là. Après, le point numéro 3 dans lequel je suis investi, mais je ne sais pas si on peut vraiment parler d'investissement, c'est les réseaux sociaux. Donc là, moi, dites-vous que pendant longtemps, j'étais pas sur les réseaux sociaux. Là, cette chaîne, je l'ai créée en 2016 quand j'étais au Japon. Je crois au total, j'avais dû poster une dizaine de vidéos, mais je montrais pas ma tête, tu vois. Je filmais juste, ah, regardez, c'est le nouvel an à Tokyo, c'est trop bien. Cette vidéo éclatée de 10 minutes, elle faisait 500 vues et c'est tout, tu vois. Et là, après, pendant 8 ans, j'ai rien fait, j'y ai pas touché. Et c'est quand je suis revenu au Vietnam, donc pendant 2 ans au Vietnam, j'ai rien fait. Et là, j'ai recommencé il y a que 4 ou 5 mois, même pas, il y a 4 mois, je crois. Et donc là, moi, je le vois comment les réseaux sociaux. J'ai noté plusieurs points ici. Donc, premier, c'est la création d'un réseau. Que ce soit réseau professionnel, réseau social, amical, ce que tu veux. Mais là, je sais que tous ceux qui regardent mes vidéos, franchement, les messages que je reçois, je parle avec des mecs, c'est intéressant. Intéressant de malade. Tu vois, c'est des gens, je les aurais pas rencontrés autre que sur les réseaux. Là, je rencontre des mecs qui sont de passage au Vietnam, à Ho Chi Minh, tu vois, on sort, on va boire un verre, on discute, on a des projets ensemble, on a des idées, tu vois, tu peux avancer, tu peux t'élever comme ça avec le réseau que tu vas te créer sur les réseaux sociaux. Après, autre point aussi sur l'avantage de se mettre sur les réseaux sociaux, c'est les opportunités professionnelles. Moi, vu que là, mon taf à la base, c'est développeur web et mobile, bah là, dites-vous que je reçois des potentiels clients qui veulent travailler avec moi sur un projet de site ou d'application mobile. Alors qu'à la base, ma chaîne, elle n'est pas sur ça, tu vois. Mais juste le fait d'être présent sur les réseaux, bah, tu as ces mecs-là qui regardent, qui sont aussi dans ce domaine, et ça te crée des opportunités professionnelles. Donc là, vraiment, déjà, je recommande à tous ceux qui galèrent à trouver un taf, mais mettez-vous sur les réseaux. Tu sais, tu es là, tu es développeur, tu trouves pas de taf. Je te jure, le fait d'être sur les réseaux, ça va t'ouvrir 1000 fois plus de portes. Tu as des potentiels recruteurs, des potentiels partenaires, machin, s'ils voient ton contenu, ça peut t'apporter des opportunités professionnelles. Le troisième point sur l'avantage de se mettre sur les réseaux mobiles, là aussi, franchement, j'ai un truc, j'ai halluciné. Dites-vous qu'il y a... Non, il y a 3-4 jours, après, j'avais pas répondu, mais je crois que c'était la semaine dernière, j'ai reçu un mail pour un placement de produit. Au début, j'ai cru que c'était un fake. Tu vois, ma chaîne, franchement, je vous dis, ça fait 3 mois que j'ai repris les vidéos. En plus, j'en poste pas énormément des vidéos. Et là, j'ai déjà reçu une demande de placement de produit. Et je suis là, je me suis dit, attends, c'est... En plus, moi, je dis des dingueries dans ma vidéo, tu vois. Je pensais pas que des gens allaient me contacter pour que je leur fasse un placement de produit. Mais si, ça existe. Après, tu as la publicité, tu as les liens d'affiliation. Franchement, tu as plein de moyens de monétiser une chaîne YouTube. Donc, tous ceux qui veulent se générer un revenu passif, machin, bah, les réseaux sociaux, voilà, ça peut être une opportunité pour vous aussi. Et le dernier point que j'ai noté sur l'avantage de se mettre sur les réseaux sociaux, et ça pour moi franchement c'est l'un des points le plus importants, et je crois que c'est même pour ça, c'est une des principales raisons pour laquelle je me suis dit vas-y je vais me lancer sur les réseaux sociaux, c'est la protection. C'est la protection dans le sens où quand tu subis des injustices, discriminations, machin, si tu es sur les réseaux sociaux, là il y en a ils vont dire je suis fou, hein. Si tu es sur les réseaux sociaux, que tu fais des vues, tu vois, tu as une petite communauté qui te suit, je te jure que ça te protège. Là, typiquement, la dernière startup où j'ai bossé, les 2 mecs qui voulaient me virer, ils ne risquaient rien, j'étais nulle part. J'étais pas sur Instagram, j'étais pas sur YouTube, j'étais pas truc.
Ils s'en battent les couilles, je vais me plaindre à qui? Tu sais, tu crois, je vais faire quoi? T'es tout seul. T'imagines, toi, t'es là à ton taf, tu subis de la discrimination, tu subis une injustice, t'es pas sur les réseaux, t'es tout seul. Personne va te soutenir. Après, moi, je cherche pas du soutien, mais je me dis juste, tu vois, t'es là, t'imagines, il t'arrive une dinguerie, tu sors ton téléphone, tu filmes. Voilà, je suis sur les réseaux, redis-moi ce que tu viens de me dire. Je te jure que les gens se tiennent à carreau quand ils savent que tu es sur les réseaux, ils ne se comportent pas pareil avec toi, c'est une dinguerie. Et il y a un autre truc aussi, vous voyez ça, en plus c'est un truc à la mode en France, franchement, j'ai horreur de ça. T'as plein de mecs dans la rue, ils viennent, tu sais, ils sont deux, il y en a un qui filme au loin en caméra cachée ou avec les lunettes, et il vient t'embrouiller. Tu sais, toi, t'es là, t'es avec ta meuf, tu marches, t'as rien demandé, ça se trouve, t'as passé une journée de merde, et le mec vient, il est en train de te faire chier, il te challenge, il est en train de t'afficher. Toi, si tu t'énerves, tu vois qu'il y a une caméra, machin, tu vas dire, il va m'afficher sur TikTok, sur Insta, je vais passer pour un trou du cul, pour un con, pour un mec bizarre. Donc, t'es là, tu rigoles, ha ha ha, alors qu'en fait, t'es au bout de ta vie. Alors que là, si t'es sur les réseaux toi aussi, moi là, si ça m'arrive, je vais en France, je suis là, je vois qu'il y a un gamin de merde, il vient me challenger, me chercher la merde, tu vois, pour faire des vues, pour essayer, ouais, tu sais, il te pousse, ouais, qu'est-ce qu'il y a? On se tape, machin, tu sais, ils aiment bien faire ça. Ils veulent faire semblant, genre, ils veulent se battre avec toi, et toi, t'es là, soit tu fais la victime, soit tu t'énerves, machin, dans tous les cas, t'es perdant, et à la fin, il te dit, c'est une vidéo, et toi, tu rigoles, ah, 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 pour pas passer pour un con, et il t'affiche sur TikTok devant des milliers de personnes. Moi, ça, si ça m'arrive, je sors mon téléphone direct. Ouais, moi aussi, je suis sur les réseaux. Vas-y, tu dis quoi? Et tu filmes. Et après, tu l'affiches toi, lui aussi. Donc, en fait, faut vraiment le voir comme une protection dans ce sens-là. C'est pas pour afficher les gens, c'est pas pour foutre la merde. Mais c'est si vous arrive des injustices, si des gens viennent vous chercher la merde et que vous êtes sur les réseaux, je vous jure, ça se passera pas pareil. Et dernier point, le plus petit celui-là, parce que ça, moi, je m'en fous, c'est quand tu fais des rencontres. Oh là là, le malaise. Quand tu rencontres, que ce soit des filles, des mecs, tu vois, des machins, que tu sois en date, tu te fais juste des potes, des trucs comme ça, tout le temps, tu sais, à la fin, ouais, ça serait cool qu'on reste en contact. Ouais, bah vas-y, passe-moi ton Insta. Et toi, t'es là, t'as pas Insta. Et tu sais, tu passes pour un mec grave chelou. Quand t'as pas Insta en 2025, t'es un mec bizarre. T'es vu comme un mec bizarre. Et moi, là, j'ai pas eu Insta. Avant, là, j'ai créé mon Insta, je crois, il y a 2 mois. Avant ça, j'avais pas Insta. J'ai jamais utilisé Insta. Ni TikTok, machin, j'étais nulle part. Et là, je te jure, tout le temps, le malaise. Ouais, non, ça te dit plutôt WhatsApp, tu sais, à l'ancienne, t'es un boomer, tu vois. Elle va se dire, ouais, il va m'envoyer des SMS, il va me téléphoner, tu vois. Alors là, donc non, mettez-vous sur Insta et les réseaux sociaux pour toutes les raisons que je vous ai données là. Après, point numéro 4. Donc là, les applications mobiles. Mais bon, ça, là, le désavantage, c'est que la barrière à l'entrée, elle est élevée, mais elle n'est pas si élevée que ça. Il suffit juste de savoir coder, tu vois. Angular, React, Vue, ça suffit, tu vois. Tu connais JavaScript, HTML, CSS, tu peux faire des applications mobiles hybrides. Ça, c'est ce que moi, je fais. Et là, typiquement, c'est ce que je conseille aussi à tous les mecs qui ont fait des formations de développeurs et qui sont en galère. Ils trouvent pas de taf, ils trouvent rien. Et ces mecs-là, vous voulez que je vous dise, je les vois comment? C'est comme si, je prends l'exemple du boulanger, j'aime bien parce que ça parle à tout le monde. Imagine, tu as un boulanger, tu as un mec qui sait là, il sait faire du bon pain, des viennoiseries, machin. Tu lui donnes un local, tu lui donnes le four, les matières premières, tu lui donnes tout. Tiens, normalement, le message que le mec devrait comprendre, ça veut dire quoi? Ouvre ta boulangerie, lance ton business. Et lui, il est là, il envoie ses CV pour faire la cantine dans les collèges. Bah, les développeurs, je vous vois pareil. C'est ceux qui savent coder et qui ne gagnent pas d'argent, ils n'arrivent pas à faire de l'argent par eux-mêmes, je vous vois exactement pareil. Le mec, il est là, avec combien de développeurs j'ai parlé, je lui dis, mais mec, lance ton application mobile, lance ta SaaS, tu sais coder, tu as besoin de quoi d'autre? Un ordinateur, une connexion Internet. Tu sais coder, tu vois, là, je suis pas en train de m'adresser à un mec qui sait pas coder, qui sait rien faire. Lui, c'est compliqué, tu vois, faut qu'il se forme, faut qu'il apprenne, faut qu'il machin. Mais t'en as, ils savent déjà tout faire, mais non. Ils sont encore là à envoyer des CV, ils trouvent pas de taf, ils galèrent. Et jamais ils se lancent, jamais ils font d'application, jamais ils font de ça, s'ils font rien. Donc, non, je vous vois comme ça. Moi, là, donc ça, point numéro 4, application mobile. Point numéro 5, donc là, c'est le dernier, c'est le train de l'intelligence artificielle. Ça aussi, c'est un truc, je suis dedans. Et ça, en fait, il y a tellement de choses à dire là-dessus que je vais vous faire une vidéo dédiée juste sur l'intelligence artificielle. Et là, je ne vais pas vous faire une vidéo, parce que ça aussi, j'en vois plein sur Instagram qui vendent des formations comme ça. Tu as des mecs, des meufs, ils te vendent une formation. Comment gagner 10 000 € par mois grâce à une intelligence artificielle?
et il rentre dans le détail. Je vais te donner la liste de tous les outils que j'utilise et les prompts ChatGPT, tu sais, les prompts secrets que personne ne connaît. Envoie ChatGPT par message et je te recontacte. Et t'en as plein dans les commentaires. Ouais, moi je veux les prompts secrets, je veux ça, aide-moi, moi aussi je veux gagner 10 000 euros par mois. Je suis pas en train de vous parler de ça, hein. Ça c'est de la carotte, hein. Donc là, je vais vous faire une vidéo, franchement, je vais vous dire comment moi, je vois l'intelligence artificielle en 2025, comment prendre le train en marche. Et prendre le train de l'intelligence artificielle, c'est pas faire des prompts ChatGPT. Ça, c'est ce que les gens vous vendent parce que c'est le plus facile, c'est le plus accessible, mais ça rapporte zéro. Ça sert à rien de savoir faire des prompts. Tout le monde sait faire des prompts. Donc là, je vais vous faire une vidéo dédiée à ce sujet-là. Donc là, voilà, je vous ai donné la liste de toutes les opportunités que j'ai vues ces 20 dernières années et je vous ai donné aussi les 5 opportunités que moi, j'ai saisies, enfin, les trains dans lesquels moi, je suis monté en 2025. Mais typiquement, tu vois, le train des actions ETF, mais ça va rester jusqu'à la fin des temps, tu vois, tu auras tout le temps des investisseurs. Donc ça, je vais rester dedans. L'intelligence artificielle, je pense qu'il y en a encore pour beaucoup d'années. Les applications mobiles, je pense qu'il y en a encore pour beaucoup d'années. Ça, l'avantage, c'est que la barrière à l'entrée, elle est élevée. Et après, j'avais mis quoi d'autre? Realty, la tokenisation immobilière. Ça, je sais pas, ça va durer encore combien d'années, sachant que là, ça fait déjà 6 ans. Ça se trouve, dans 4 ans, il y aura plus de biens, tu vois, parce que les biens à l'achat, c'est pas illimité. T'imagines, une fois qu'ils auront acheté tous les immeubles disponibles aux États-Unis, bah, les nouveaux arrivants, ils font comment? Ils font rien. Et les anciens, ils vont pas sortir. Tu sais, ils sont dedans, ça leur génère un revenu passif tous les mois. Donc ça, pour moi, ça vaut le coup de s'y intéresser. Maintenant, on va parler des vendeurs de formation. Donc là, tous ces trucs, que ce soit formation, e-commerce, dropshipping, Amazon FBA, IA, Airbnb, immobilier, Uber, tous ces machins-là, je vais vous dire comment ces gens-là réfléchissent, les vendeurs de formation. Tu as 2 catégories. T'en as, ils sont vraiment rentrés dans le train au début. Ils ont vraiment fait de l'argent par rapport à ça. C'est le mec, il est là, il est rentré au début, il a gagné des dizaines de milliers d'euros au début. Je prends le cas typiquement Yomi Denzel, par exemple. Je pense qu'il était vraiment, qu'il faisait vraiment du dropshipping en 2010, je ne sais plus quelle année j'avais dit. Pareil, Airbnb, tu as des mecs qui ont vraiment acheté des biens immobiliers au début, donc ils sont allés, les premières années, ils ont fait, ils n'étaient pas sur les réseaux les premières années, hein. Ils ont vraiment fait beaucoup d'argent. Et après, une fois qu'ils sont dedans, ils ont appris tous les rouages du machin, ils se sont dit, on va vendre des formations. Donc, quelque part, eux, ils sont légitimes parce qu'ils ont l'expérience. Après, la deuxième catégorie de vendeurs de formation, t'en as, ils ont rien fait. Ils ont jamais investi, ils ont jamais acheté, ils ont jamais fait de dropshipping, ils ont jamais fait d'argent, ou bien ils ont essayé, mais ils ont jamais fait d'argent. Et malgré ça, ils se disent, putain, je fais pas d'argent, vas-y, je vais vendre des formations pour dire aux gens comment faire. Alors que le mec n'a rien fait. Tu vois, tu lui demandes, mais toi, t'as fait quoi? Oui, mais toi, concrètement, individuellement, personnellement, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait de l'argent? Non. Ou bien ils vont te mentir, ouais, j'ai fait, et tu demandes les preuves, il en a pas. Peut-être t'es là, vas-y, montre-moi. Ouais, mais non, c'est privé, truc, il veut rien montrer. Donc là, déjà, tu as ces 2 catégories-là de vendeurs de formation. Et après, en fait, la nuance qu'il y a aussi, c'est que peu importe qu'ils soient légitimes ou pas, tu vois, je vais prendre le cas des vendeurs de formation en dropshipping, Amazon FBA, parce que c'est eux les plus communs. Ou bien tu as aussi les vendeurs de formation, investissement, bourse, crypto, machin, les trucs comme ça. Et le mec, tu lui dis, mais toi, tu as investi? Il dit, ouais. Tu lui dis, tu as fait combien de rendement? Tu sais, tu as fait combien de rendement ces 5 dernières années? Il te dit, ouais, j'ai fait 15%. Tu vas dire, il faut voir. Il te montre pas. Ou bien il va te montrer un truc, tu as investi combien? Il a investi 1000 euros. Et tu sais, il est là, il veut t'apprendre à gérer ton patrimoine alors que lui-même, il n'arrive pas. Il n'a pas gagné, il n'a pas investi énormément, ou bien il a fait des rendements éclatés au sol, ou bien même il est négatif, il a perdu de l'argent. Et ils vendent quand même des formations. Et là, en fait, la nuance, pourquoi ces mecs-là, tu peux pas les traiter de menteurs? Parce qu'ils ne mentent pas, en fait. Typiquement, le mec qui va te vendre une formation dropshipping, il va te dire, ouais, avec le dropshipping, tu peux travailler à distance à Bali, à Bangkok, ce que tu veux, et gagner 10 000 euros par mois. Toi, tu peux pas arriver et lui dire, non, tu mens, c'est pas vrai, parce que non, il ment pas. Mais en fait, ce qu'il ne te dit pas, c'est que les mecs qui gagnent 10 000 euros par mois, c'est 0,1%. 0,1% des gens, oui, vont gagner 10 000 euros par mois. Encore aujourd'hui, en 2025, t'en as, ils gagnent ces montants-là. Mais le mec qui te vend la formation, il va pas te dire que c'est 0,1%.
Il va pas te parler de ça. Lui, il va te dire, alors que la réalité, c'est ça, c'est 0,1. Tu as peut-être 2-3% qui gagnent 1000 euros, donc tu vois juste de quoi vivre. Et après, tu as les 97% d'autres, ils gagnent zéro, ou bien même ils perdent de l'argent. Mais ça, il va pas le dire, c'est pas vendeur de dire ça. Donc non, ils ne vous mentent pas. Toi, tu es là, tu vas dire, lui, il va te le montrer. Après, ils aiment bien les mettre en témoignage, ces mecs-là. Tu sais, il va te montrer le témoignage. Ouais, mais regarde son témoignage. Déjà, tu as ceux qui font des fake témoignages. Eux, c'est cramé et ils vont à la poubelle. Mais t'en as, c'est des vrais témoignages. Il va te dire, regarde, lui, il les a fait, les 10 000 euros par mois. Et toi, tu es là, tu dis, ouais, mais les autres. Il va te dire, ah, mais les autres, on s'en fout. Il va te dire, regarde lui, tu sais, il va te traiter de loser. Ouais, mais tu es là, tu regardes vers le bas. Faut regarder les winners. Et toi, tu culpabilises, tu dis, putain, je suis un loser. Mais en fait, non, t'es pas un loser. C'est que non, c'est juste, c'est compliqué. Il y a une compétition de malade mental. Et typiquement, c'est la même chose. Tous ceux qui vendent des formations pour devenir développeur web en 2025, t'en as encore là, t'en as plein, ils vous vendent des formations, deviens développeur web, deviens freelance. Tu vas travailler freelance, tu vas gagner 500 euros par jour. Et t'en as plein qui achètent ça. Ils achètent des formations, ouais, trop bien. Et toi, tu demandes des preuves. Et il va te parler, il va te montrer des témoignages. Parce que t'en as qui gagnent 500 euros. T'en as même qui gagnent 1000 euros par jour en freelance. Mais c'est combien? La question qu'il faut se poser, c'est quel pourcentage? Ça représente quoi? Bah pareil, c'est du 1%. Et il va te le montrer, ouais, regarde, lui, il gagne. Mais les 99%, ils gagnent zéro. Ils ont fait une formation, ils l'ont payé je sais pas combien, ils sont juniors, ils sont au chômage, ils trouvent pas de taf. Et ils pensent encore faire freelance parce que y en a un qui réussit, il y a 1% qui réussit. Donc si tu penses faire partie de ces 0,1%, ouais, vas-y. Si tu penses faire partie de ces 0,1% qui vont gagner 10 000 euros par mois en vendant des AirPods en dropshipping, ouais, vas-y. Chacun fait ce qu'il veut. Donc là, allez, dernière partie, comment repérer ces trains, ces opportunités avant tout le monde? Scoop, si vous entendez parler d'un business sur TikTok pour la première fois, vous avez des années de retard. Donc là, je vais vous dire, moi, enfin, de mon expérience, ma maigre expérience, de ce que j'ai remarqué. Donc là, en général, la première fois que tu entends parler de toute la liste, là, ces business dont je vous ai parlé, enfin, la majorité, pas tous, hein, mais là, de ce que j'ai vu, c'est sur le dark web. C'est Tor. Et là, t'en as plein. Ouais, Tor. Tu sais, pour eux, Tor, c'est pour acheter des armes à feu, de la drogue et des CB volés. Mais les gars, c'est pas que ça. Ça, c'est la grande majorité, oui, mais t'as des forums de discussion, c'est grave intéressant. Franchement, c'est des précurseurs de malades. Surtout, typiquement, un mec, je sais pas, qui veut se former à la cybersécurité, mais c'est pas à l'université que tu vas te former, hein. Tout ce que tu vas apprendre à l'université, t'as 10 ans de retard. Tous les nouveaux trucs qui sortent, parce que ça, c'est la définition. Tu sais, les hackers, ils auront toujours une longueur d'avance sur les mecs de la cybersécurité. Bah, c'est normal, c'est eux qui découvrent les hacks. Et les hacks, quand tu les découvres, ils les partagent où? Ils les partagent sur Tor. Donc, typiquement, un mec qui veut se former là-dessus, c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut aller. Ou bien, je sais pas, le Bitcoin. C'est qui les premiers à avoir utilisé le Bitcoin? Bah, c'est ces mecs-là, sur le dark web. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était monnaie anonyme, tu vois, ils s'en servaient pour payer sa bœuf, tu vois, ils payaient en Bitcoin. Après, tu as les forums anglais, typiquement Reddit. Après, les forums français. Après, Twitter. Après, YouTube. Après, TikTok. Donc là, dites-vous que entre le dark web et TikTok, tu as des années de retard. Et en fait, il faut voir ça comme un vase communicant. C'est que tu as des mecs, des petits malins, eux, ils sont sur Tor, ils entendent parler d'un truc, ils vont venir en parler sur Reddit. Après, tu as des mecs qui sont sur Reddit, forum anglophone, mais eux, ils parlent français, donc hop, ils vont venir en parler sur des forums français. Après, ces mêmes mecs-là, t'en as d'autres, ils voient ça sur le forum français, il va faire un tweet. T'en as un, il le voit sur Twitter, il va faire une vidéo YouTube. Et après, TikTok, ça arrive en tout dernier. Je vais juste vous donner, on va juste reprendre l'exemple du Bitcoin. Donc le Bitcoin créé en 2009-2010, déjà utilisé à cette époque-là sur Tor. Là, si je prends la chaîne YouTube Asher, Asher pour ceux qui connaissent, c'est le plus gros YouTuber francophone du monde de la crypto. Il a créé sa chaîne YouTube en 2016, 6 ans après le Bitcoin. Donc vous voyez qu'entre l'époque où ils utilisaient le Bitcoin sur Tor et le moment où c'est sorti sur YouTube, il y a 6 ans qui sont passés. Donc là, voilà, renseignez-vous bien, apprenez l'anglais, c'est super important pour se tenir au courant avant tout le monde. Tout est en anglais, toutes les nouveautés, c'est en anglais. Et quand je dis anglais, c'est pas juste les Américains, les machins, parce que c'est eux qui parlent anglais.
Tu as même des mecs, je sais pas, des Chinois, des Japonais, ce que tu veux, de partout dans le monde, ils sont là, ils vont découvrir une opportunité sur Internet, ils vont lancer un projet. Eux aussi, ils sont sur les forums anglophones. Donc, mettez-vous à l'anglais, c'est super important. Donc là, je vais vous récapituler les 5 trains dans lesquels moi, je suis aujourd'hui en 2025. Donc, bourse. Après, moi, je suis dans la crypto. Donc, moi, je suis bourse et crypto. Donc, on va dire bourse, crypto. Tokenisation immobilière. Application mobile. Je peux mettre les SaaS là aussi là-dedans. Les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Je vous ferai une vidéo sur l'intelligence artificielle dédiée. Franchement, je vais essayer de vous dire un maximum de choses pour que vous voyez vraiment, je vais vraiment rentrer dans le détail. Comme ça, même s'il y a des développeurs qui regardent la vidéo, je pense que même vous y verrez plus clair. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Si jamais vous voulez vous soutenir, je vais vous mettre les liens affiliés des plateformes que moi j'utilise. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.